Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de podcast du comité de réanimation de la SFAR, Société française d'anesthésie-réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de la SFAR pour aborder des sujets d'actualité en réanimation. Nous recevons aujourd'hui le docteur Mathieu Desmar pour nous parler des nouveaux antibiotiques antibactériens gram-négatifs, anti-BGN donc. Docteur Desmar, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation et je commence par une première question qui est finalement deux questions en une. Pourquoi a-t-on besoin de nouveaux antibiotiques? Et la question sous-jacente, pourquoi les molécules habituelles n'étaient-elles plus suffisantes? Bonjour, merci pour cette invitation. Alors, pour répondre à cette question, on sait que depuis le début finalement de l'utilisation des antibiotiques dans les années 40, il y a toujours une course entre l'apparition de résistance chez les bactéries et le développement de nouveaux antibiotiques. Les différentes bactéries, notamment les bactéries à gram négatif, ont sélectionné, en raison de la pression de sélection liée à l'utilisation massive d'antibiotiques, des mutations génétiques qui leur permettent de résister de mieux en mieux à ces antibiotiques. Ces différentes mutations peuvent être soit chromosomiques, et donc en général innées, on va dire, soit plasmidiques, et donc ces dernières peuvent se transmettre d'une espèce bactérienne à une autre. Les grands mécanismes de résistance qui sont associés à ces mutations et qui ont été développés par les bactéries sont essentiellement de quatre types. Premier type, c'est l'imperméabilité. Les bactéries développent des mécanismes pour empêcher les antibiotiques d'entrer. Deuxièmement, c'est l'efflux. Les bactéries empêchent favorisent la sortie des antibiotiques. Troisièmement, c'est la modification de la cible. Donc, la cible euh, euh, de l'antibiotique au sein de la bactérie est modifiée, n'a plus la même conformation spatiale et donc n'est plus attaquée par l'antibiotique. Et le quatrième mécanisme de défense, qui est un des plus courants, qui est la production d'enzymes qui permettent d'inhiber les antibiotiques. La pression de sélection induite par des antibiotiques de plus en plus puissants qui ont été développés au fur et à mesure du temps, eh bien, on conduit à sélectionner des bactéries, et notamment des bacilles gram-négatifs, qui associaient de plus en plus de mécanismes de résistance différentes, une imperméabilité plus un efflux, plus la production d'enzymes qui inhibent les antibiotiques, afin de mieux lutter contre les antibiotiques. Et ces enzymes étaient aussi de plus en plus puissants en étant capable d'hydrolyser de plus en plus d'antibiotiques, même les antibiotiques avec les spectres les plus larges. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Pouvez-vous nous rappeler quelles sont les différentes bêta-lactamases? Oui, alors donc les bêta-lactamases sont justement ces enzymes produits par les bactéries et qui inactivent les antibiotiques de la famille des bêta-lactamines. Donc il y a plusieurs manières de les classer et la classification la plus connue, c'est la classification dite de Ambler qui classe ces bêta-lactamases de A à D en quatre grandes familles, donc classe A, classe B, classe C, classe D. Au sein de chacune de ces grandes familles, on trouve aussi bien des bêta-lactamases chromosomiques que des bêta-lactamases plasmidiques. Et pour chacune de ces familles, on trouve différents niveaux, différents spectres d'inactivation plus ou moins larges, avec des spectres dits étroits qui, en général, atteignent les pénicillines, les céphalosporines de première, deuxième, éventuellement troisième génération, dans une moindre mesure les monobactam, mais qui ne touchent en général pas les céphalosporines de quatrième génération ni les carbapénèmes. Ensuite, il y a les bêta-lactamases à spectre élargi, donc par opposition à celle d'avant qui était à spectre étroit, qui n'épargnent que les carbapénèmes. Et ensuite, on a vu apparaître des bêta-lactamases à spectre très large, incluant les carbapénèmes qu'on appelait des carbapénémases. Il n'y avait jusqu'à il n'y a pas longtemps, pas de molécules qui permettaient de lutter contre les bactéries qui produisaient ces carbapénémases. Mais petit à petit,
ces dernières années, la recherche a fini par réussir à mettre au point donc, des nouvelles molécules anti-BGN qui permettent de résister à l'hydrolyse de ces carbapénémases. Alors justement, quelles sont ces nouvelles molécules? D'où est-ce qu'elles viennent et qu'est-ce qu'elles apportent par rapport aux anciennes molécules? Alors, je vais parler ici uniquement des nouvelles molécules de la famille des bêta-lactamines. Il y en a quelques-unes d'autres, mais c'est essentiellement les nouvelles bêta-lactamines sur lesquelles je vais centrer mon topo. Donc, il s'agit de molécules qui ont été développées dans le but de résister à l'hydrolyse d'une ou plusieurs classes de bêta-lactamase, notamment de carbapénémase, et de pouvoir être efficace non seulement sur les bacilles gram-négatifs qui produisent les bêta-lactamases de spectre très large comme les carbapénémases, mais aussi de rester efficace sur des associations complexes de mécanismes de résistance. En effet, les résistances des entérobactéries aux antibiotiques usuels et notamment au carbapénème sont, elles, essentiellement liées à la production de bêta-lactamase et notamment de carbapénémase. En revanche, les bacilles gram-négatifs non fermentants, et en particulier Pseudomonas aeruginosa, n'ont une résistance au carbapénème qui n'est que rarement liée à la production de carbapénémase. Dans les trois quarts des cas, la résistance au carbapénème des Pseudomonas aeruginosa sont dues à une imperméabilité par mutation de la porine, et la majeure partie des Pseudomonas aeruginosa dits multirésistants, qui sont les Pseudomonas aeruginosa qui nous posent problème, ne présentent pas, ne produisent pas de carbapénémase, mais il s'agit de résistances liées à l'association complexe de plusieurs mécanismes de résistance, par exemple une imperméabilité, plus une céphalosporinase déréprimée, plus un efflux, plus ou moins l'acquisition d'une BLSE plasmidique, etc. Donc, les nouveaux antibiotiques avaient pour but à la fois de pouvoir résister à l'hydrolyse des carbapénémases, mais aussi d'être actif sur des bactéries ayant acquis des associations complexes de mécanismes de résistance. Il y a trois grands types de ces nouvelles molécules. Le premier type, c'est l'association d'une céphalosporine et d'un inhibiteur. Donc on a soit l'association d'une nouvelle céphalosporine avec un ancien inhibiteur de bêta-lactamase, soit des associations qui se basent sur l'association d'une ancienne céphalosporine avec un nouvel inhibiteur de bêta-lactamase. La deuxième famille, c'est l'association d'un carbapénème avec un inhibiteur de bêta-lactamase, comme l'association imipénème-relébactam ou méropénème-vaborbactam. Et la troisième famille, c'est le couplage d'une céphalosporine de troisième génération à un sidérophore qui permet de mieux résister à l'hydrolyse des bêta-lactamases et qui offre à l'antibiotique une nouvelle voie d'entrée à l'intérieur des bactéries. Donc, pour revenir sur la première famille de molécules dont on a parlé, les céphalosporines associées à un inhibiteur de bêta-lactamase, il y en a deux qui sont intéressantes parmi les molécules récemment produites. La première, c'est le ceftozolam tazobactam. La deuxième, c'est le ceftazidime avibactam. On va d'abord parler du ceftozolam tazobactam, qui est une association entre une nouvelle céphalosporine, le ceftozolam, avec un ancien inhibiteur de bêta-lactamase bien connu, qui est le tazobactam. En fait, cette association permet euh, d'augmenter l'activité du tazobactam sur les bêta-lactamases de classe A. Donc, les bêta-lactamases de classe A qui sont essentiellement des pénicillinases, notamment certaines bêta-lactamases de classe A, y compris les BLSE, qui sont en général des BLSE de type TEM, SHV, mais pas les OXA. À part les bêta-lactamases de classe A, le ceftosalam tazobactam est aussi actif sur les bêta-lactamases de classe C, de la classification de Humbler, qui sont les céphalosporinases, jusqu'à un niveau assez important d'hyperexpression. En revanche, il n'y a pas d'activité sur les carbapénémases. Donc, cette association, qui n'est pas active sur les carbapénémases, mais qui est active sur les BLSE de classe A
et sur les céphalosporinases jusqu'à un certain niveau d'hyperexpression, a montré qu'elle avait une très bonne efficacité en général sur les Pseudomonas aeruginosa et même sur les Pseudomonas aeruginosa carbapénèmes résistants, puisqu'on a vu que ces résistances étaient rarement liées à la production de carbapénémase. Donc, il faut retenir que le Cephtosolam tazobactam, c'est un bon anti-BLSE et c'est un bon anti-Pseudomonas aeruginosa, même multirésistant. L'autre antibiotique intéressant dans cette famille, c'est le ceftazidime avibactam. Donc, c'est l'association d'une céphalosporine connue, la ceftazidime, avec un nouvel inhibiteur avec un nouvel inhibiteur qui est l'avibactam. Euh, L'intérêt de cette association est d'élargir le spectre de la ceftazidime à toutes les bêta-lactamases de classe A, y compris les BLSE et y compris les carbapénémases. Donc, le représentant connu des carbapénémases de classe A, c'est la KPC. Il y a aussi une résistance importante euh, à l'hydrolyse par les bêta-lactamases de classe C, donc les céphalosporinases, jusqu'à un niveau en général assez important, plus important que pour le Cephtosolan tazobactam, d'hyperexpression. Une particularité de cette molécule, c'est d'être résistant à l'hydrolyse par certaines oxacillinases, donc c'est les classes D, à spectre large, et notamment les oxa, et en particulier l'oxa 48. Ça rend cette molécule particulièrement intéressante parce que les BLSE type oxa et la carbapénémase oxa 48, c'est la carbapénémase la plus fréquente en France, qui est en gros responsable à elle seule d'un tiers des résistances des entérobactéries au carbapénème. Et donc, cette molécule euh, fait partie des molécules de recours pour les carbapénémases de type OXA 48. En deuxième intention, cette molécule peut être associée à de l'astréonam, ce qui est assez intéressant parce que l'association de cette molécule à l'astréonam permet d'ajouter au spectre déjà très large l'activité de l'astréonam sur les métallobêta-lactamases de classe B et donc d'être actif sur les carbapénémases de type VIM, NMDA ou SACA. Donc, ceftazidime-avibactam, intéressant parce qu'actif sur les KPC, intéressant parce que actif sur les céphalosporinases jusqu'à un grand niveau d'hyperexpression, très intéressant parce que rare molécule à pouvoir être une molécule de recours sur les oxas à spectre large, et notamment les oxa 48 qui sont des carbapénémases, et association intéressante avec l'astréonam pour élargir le spectre sur les carbapénémases de classe B qui sont les bêta-lactamases, VIMP, IMP, NDM1, etc., qui posent pas mal de problèmes en ce moment. L'association carbapénème inhibiteur de bêta-lactamase est finalement moins intéressante. Je vais vous expliquer pourquoi. Le vaborbactam, dans l'association méropenem-vaborbactam, n'élargit finalement le spectre du méropenem que sur les KPC. Ça n'a aucun effet sur les autres carbapénémases et ça n'a pas d'effet non plus sur le Pseudomonas aeruginosa. Donc en fait, ça présente un intérêt relativement limité, en tout cas dans notre pays où les KPC sont assez peu représentés. Donc, intérêt moindre de cette molécule, sauf éventuellement si on croise une KPC, mais c'est assez rare. Pour ce qui est de l'association imipenem-relebactam, pareil, ça élargit le spectre de l'imipenem aux carbapénémases de classe A, qui sont les KPC, et ça permet de restaurer un certain niveau de sensibilité chez les Pseudomonas aeruginosa qui présentent à la fois un certain degré d'imperméabilité et une certaine surexpression de leur céphalosporinase. Donc, ça fait que cette molécule est peut-être un peu plus intéressante que l'autre association carbapénème inhibiteur,
qui est le méropenem vaborbactam, mais il n'y a pas non plus, c'est pas une molécule majeure, en tout cas pour la prise en charge en France des pathologies à bacilles gram-négatifs multirésistants. Enfin, la dernière molécule, qui est la plus originale finalement, parce que c'est un concept un peu nouveau, qui est le céphidérocol. C'est le couplage d'une molécule de céftazidime avec un sidérophore. L'intérêt de ce couplage, c'est que le sidérophore protège la céftazidime de l'hydrolyse par la quasi-totalité des bêta-lactamases, ce qui est y compris les carbapénémases, hein. Donc, toutes les bêta-lactamases, y compris les carbapénémases, eh ben, ne peuvent plus hydrolyser la ceftazidime quand elle est associée à ce sidérophore. Et le sidérophore permet aussi d'utiliser une voie d'accès à la bactérie qui n'était pas utilisée par les antibiotiques usuels. C'est donc une molécule de recours puisqu'elle a un spectre extrêmement large. Elle est théoriquement efficace sur la quasi-totalité des carbapénémases. Euh, Elle est très efficace sur donc les entérobactéries, les pseudomonas et aussi sur. C'est une molécule à envisager dans la prise en charge des Acinetobacter baumannii et des Sténotrophomonas. Voilà. En pratique, qu'est-ce qu'il faut utiliser en probabiliste et qu'est-ce qu'il faut utiliser plutôt sur antibiogramme? Alors, en pratique, c'est très simple. On va dire qu'en probabiliste, il ne faut jamais utiliser ces molécules. Ce sont des molécules de recours qu'il ne faut utiliser que sur antibiogramme, à une exception près, on va dire. Si on a un patient que l'on sait porteur d'une bactérie résistante aux antibiotiques usuels, que ce patient s'infecte, développe une pneumonie, une nouvelle infection, et qu'on le sait porteur d'une bactérie qui n'est sensible qu'à un de ces nouveaux antibiotiques, eh bien, même en probabiliste, il semble raisonnable de l'utiliser. Mais c'est la seule raison d'utiliser ces antibiotiques en probabiliste, en tout cas pour le moment. Donc, pour ce qui est de l'utilisation sur antibiogramme, euh, si on a le choix entre plusieurs molécules, entre plusieurs de ces nouvelles molécules, la règle doit toujours être, afin de préserver au maximum leur efficacité, de privilégier la molécule qui a le spectre le plus étroit. C'est-à-dire que pour traiter un Pseudomonas aeruginosa, eh bien, de préférence, utiliser la molécule qui a le moins d'effet sur les entérobactéries et inversement. Il y a quelques molécules qu'il faut vraiment réserver. Il y a des molécules de niche qu'il faut vraiment réserver. Typiquement, l'association ceftazidime avibactam associée euh, à l'astréonam est une des seules molécules de recours sur les entérobactéries productrices de bêta-lactamase de classe B. Et donc, il faut éviter au maximum de gâcher ces molécules et de les utiliser pour une autre raison. Euh, la ceftazidime avibactam toute seule, sans l'astréonam, est aussi une molécule de recours pour traiter les OXA 48. Et donc, bah, pareil, si on a le choix, pour traiter autre chose qu'une OXA 48, il faut plutôt utiliser une autre molécule que celle-ci parce que pour l'OXA 48, on n'a pas beaucoup de choix. C'est une des seules qui marchera. Et donc, il faut la préserver. Pour ce qui est du céphidérocol, c'est de toutes ces molécules celle qui a le spectre le plus large. Et donc, logiquement, c'est celle qu'il ne faut utiliser que en dernier recours, que quand il n'y a plus que elle qui fonctionne. Si on a le choix entre du céphidérocol et autre chose, il faut plutôt utiliser autre chose. Donc, en pratique, si on a une infection à entérobactéries productrice de carbapénémase, si cette carbapénémase est une KPC, ce qui, je vous rappelle, est assez rare en France, mais voilà, si c'est une KPC, eh bien, pourquoi pas utiliser l'association méropenem-vaborbactam, puisque cette molécule, sa seule supériorité finalement sur le méropenem tout seul, c'est le traitement des KPC. Et donc, elle n'a pas d'autre intérêt. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser en première intention. En deuxième intention, l'autre association carbapénem inhibiteur qui est imipenem relevactam.
Et ensuite, penser à des associations comme ceftazidime, avibactam, qui marcheront aussi sur la KPC, mais qui sont des molécules de recours pour d'autres pathologies. Quand on est face à une carbapénémase de type OXA48, donc une classe D, euh, en première intention, bah, c'est ceftazidime avibactam. Je vous disais que c'était une molécule de recours pour ça. Si le ceftazidime avibactam ne fonctionne pas, on aura en général que le cefidérocol qui fonctionnera. Pour ce qui est des métallo-bêta-lactamases, en première intention, c'est l'association Astréonam ceftazidime avibactam. Et en deuxième intention seulement, le cefidérocol. Ça, c'était pour la prise en charge des entérobactéries productrices de carbapénémase. Pour ce qui est de la prise en charge des Pseudomonas aeruginosa multirésistants, euh, en première intention, parmi ces nouvelles molécules, euh, c'est le ceftozolam tazobactam qu'il va falloir choisir, puisque le ceftozolam tazobactam n'a pas d'activité anti-carbapénémase. Et donc, on ne va pas finalement, c'est une molécule qui est moins efficace que les autres sur les entérobactéries et qui est par contre extrêmement efficace en général sur Pseudomonas aeruginosa. Et c'est donc une indication de choix pour le traitement des infections à Pseudomonas aeruginosa. En deuxième intention, si c'est sensible, l'association imipenem-relebactam peut être intéressante. On a vu que le relebactam augmentait un petit peu l'efficacité de l'imipenem sur certains Pseudomonas aeruginosa et le spectre de cette molécule sur les entérobactéries productrices de carbapénémase est assez restreint puisqu'il ne touche que les KPC. Donc c'est une bonne molécule à utiliser en deuxième intention si le ceftozolam tazobactam n'est pas utilisable. En troisième intention, ceftazidime avibactam. Mais ça va pas être très souvent possible parce que plusieurs études montrent que lorsqu'un Pseudomonas aeruginosa est résistant à ceftozolam tazobactam, il est assez rarement sensible à la ceftazidime avibactam, mais s'il l'est, c'est une molécule qui, en troisième intention, peut être utilisée. Enfin, en dernier, comme précédemment, le cefidérocol, qui n'est à utiliser qu'en dernier recours en raison de son spectre extrêmement large et du fait qu'il faut le préserver au maximum. Je vous remercie. Très bien, je vous remercie, docteur Desmar, c'était très clair et très intéressant. Merci. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast ARPOD, le podcast de l'anesthésie-réanimation, disponible sur toutes nos plateformes de podcast. Merci de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles interviews.